Bonjour, bienvenue sur PhysioSkills, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder les spécificités de la pratique sportive chez l'enfant et l'adolescent. En effet, il est depuis longtemps et heureusement commun et acquis de ne plus considérer l'enfant comme un petit adulte. Le développement biologique, anatomique, neurologique, cardio-respiratoire de l'enfant est spécifique mais aussi très variable selon les individus. Il est donc important pour tous ceux qui encadrent l'enfant dans sa pratique sportive de connaître les particularités de la maturation de l'enfant afin de prévenir au maximum la survenue de pathologies à la fois physiques mais aussi psychiques. Pour parler de cette problématique, je reçois le docteur Mathieu Sailly, médecin du sport, qui a une grande expérience dans le traitement des pathologies de cette population. Mathieu nous expliquera l'importance et la nécessité pour un éducateur de connaître l'âge biologique de l'enfant, qui, nous le verrons, est souvent différent de son âge chronologique. Il nous expliquera l'intérêt d'une approche multidisciplinaire dans le traitement des pathologies de l'enfant et de l'adolescent. Et pour terminer, Mathieu nous parlera des bienfaits de la transversalité dans la pratique sportive du préadolescent. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, merci de ton invitation. Alors, je suis Mathieu Sailly, je suis médecin du sport, j'ai 42 ans, je suis originaire du nord de la France et puis j'ai un peu vadrouillé au travers de la médecine du sport en France, d'abord à Lille, ensuite à Grenoble, je travaillais un peu dans le rugby et puis dans les Crêpes de Voiron, et puis ensuite je suis parti au Qatar pendant 4 ans, je suis rentré à Pau pour le basket et le rugby. Et puis, je suis maintenant à Lausanne, où avec un collègue, on a développé un centre dédié au sport qui s'appelle Motion Lab, et puis où on a réuni un petit peu toutes les compétences autour du sport pour avoir une activité la plus riche et variée possible. Je suis passionné par le sport, donc toute sa globalité, par le sport de haut niveau, de bas niveau, le sport des enfants, des adolescents, qui va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Et puis voilà, passionné par ce que je fais, enthousiaste, et puis pousseur de projet, on va dire. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des spécificités de la pratique sportive chez l'enfant et l'adolescent. Et je pense que pour commencer, on pourrait peut-être définir ce qu'est l'enfance et l'adolescence. Et surtout, comment tu définis l'enfance et l'adolescence, à partir de quels critères en fait ? Oui, alors on va dire que l'enfance et l'adolescence, il y a des critères OMS. Alors les critères OMS, c'est de mémoire de 9 ans, à 16-18 ans. Après, ça, c'est des critères, entre guillemets, pour moi, administratifs. Ce qu'on doit prendre en compte, à mon sens, c'est l'évolution biologique de chaque personne, qui n'est pas forcément ton âge de passeport. C'est-à-dire que tous les gens qui ont travaillé avec des enfants, des adolescents, se sont bien rendus compte que chacun allait évoluer, grandir à son rythme. On est tous programmés génétiquement, mais il y a différents chemins pour y arriver. Et donc, chaque personne va avoir une maturation physique, mais aussi mentale, hormonale, sexuelle, dentaire. Donc, il y a tout un panel de maturations qui vont évoluer, pas toujours de façon homogène ou régulière, mais à des instants différents. Donc, donner des grands axes en disant tu es un enfant de tel âge à tel âge, puis après tu es un adolescent, je pense que c'est un peu réducteur. Ça reste que comme tout dans la médecine, dans la vie, c'est des continuums. C'est-à-dire que tu vas avoir des phases. Et puis l'idée, c'est pour les gens qui encadrent ces jeunes sportifs, ces jeunes athlètes, c'est avoir des idées un petit peu sur ces différentes phases, et puis quelles sont les phases propices à certaines choses, quelles sont les phases à risque, quelles sont les grandes problématiques liées à des périodes. Donc, je dirais que je ne serais pas très strict et sévère sur des âges, mais plutôt sur connaître les différentes périodes de maturation, qu'elles soient physiques ou psychologiques ou hormonales et sexuelles, pour pouvoir accompagner au mieux ces jeunes. Et donc justement, quelles sont un peu ces périodes et comment un éducateur qui n'a pas forcément des connaissances médicales peut savoir si son athlète son athlète est plutôt dans l'enfance, plutôt dans la préadolescence, dans l'adolescence, et ça peut l'aider justement à savoir quelle pratique il peut
Ouais. Je pense que voilà, ça va passer par un peu voilà, une discussion. Je pense que personne ne pourra avoir une compréhension globale tout seul. Donc le médecin, le kiné, le physio, l'ostéo, le préparateur physique, voilà, ça va être difficile d'encadrer, ou le parent, ça va être difficile d'être tout seul face à cet enfant. Enfin, moi, je prône vraiment cette notion de travail de groupe autour d'un enfant. Parce que chacun va prendre certains paramètres plus que d'autres. Pour un entraîneur, il va me demander, mais Mathieu, pourquoi mes enfants ne comprennent pas ce genre de consignes? Parce qu'au niveau du développement cérébral, il développe d'abord son lobe frontal, qui est le lobe de l'action, et qui n'aura aucune capacité d'anticipation ou des choses comme ça. Pourquoi il se met dans des situations à risque? De la même façon. Donc, c'est tout ce travail d'éducation que le médecin doit pouvoir apporter à tous les encadrants, tous les entraîneurs. Donc ça, c'est pour la partie, par exemple, développement des fonctions cérébrales. En plus, après, il y a tout le développement physique. Pareil, de connaître que les personnes ont une vitesse de croissance, on parle bien de vitesse de croissance qui va varier au cours de la vie, qui va être très élevée dans les premiers jours, dans les premiers mois de la vie, puis cette vitesse va se ralentir. Ça ne veut pas dire qu'il ira petit, ça veut simplement dire qu'il grandit moins vite, pour atteindre un pic de croissance. Ce pic de croissance va dépendre des populations, des ethnies, mais globalement, on va dire en Europe, chez les garçons, va tourner autour des 13-14 ans. Et ce pic va être un grand moment aussi de chamboulement physique. Donc, qui dit chamboulement physique va dire probabilité de détérioration de la coordination motrice, probabilité de blessure, probabilité de surcharge, probabilité de modification de la vie sociale aussi et des centres d'intérêt. Donc, voilà, je trouve ça génial de travailler avec les enfants et les adolescents parce que ça touche à tout. Ça touche à tellement de paramètres différents, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, que ce soit social, identitaire, sexuel, etc., que voilà, ça en fait pour moi probablement le plus grand attrait de ma pratique. Ok. Bon, ma question va un peu enfoncer des portes ouvertes, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu les bienfaits de l'activité physique chez l'enfant et l'adolescent? S'il y avait des recommandations un peu internationales en termes de, entre guillemets, quantité d'activité physique, jour par semaine, ou je sais pas. L'OMS recommande 45 minutes d'activité intense par jour. Ah oui. Eh ouais, eh ouais, mais ça alors, donc l'OMS nous dit bien, nous dit, voilà, l'école doit en prendre une partie, la société doit en prendre une partie, comment nos enfants vont se déplacer d'un point A à un point B, est-ce que ça va être en trotte, est-ce que ça va être en voiture, est-ce que ça va être en bus, est-ce que ça va être à vélo, et puis aussi, est-ce que les parents ont la capacité, le temps, les moyens, etc., d'engager nos enfants dans des activités. Mais les recommandations, c'est 45 minutes d'activité vigoureuse. Et ouais, quand on fait le calcul, on se dit vite, ah ouais, tiens, j'y suis peut-être pas forcément toujours. Donc ça, c'est les recommandations pour la santé. Les bénéfices, ils vont être sociaux, c'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui ont montré que d'avoir une activité régulière est un facteur prédictif positif de réussite sociale. Que par rapport à toutes les pathologies, le surpoids qui est une comorbidité importante aujourd'hui, voilà, c'est un effet bénéfique sur la gestion du poids, sur le développement physique, musculaire, et on connaît il y a des études qui nous ont montré aussi que l'éducation précoce au sport va permettre dans beaucoup de cas d'avoir cette appétence pour l'activité physique à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, si les gens on leur a déjà inculqué certaines choses, c'est beaucoup plus facile d'engager nos adultes au sport et à l'activité physique en général, ce qui est aujourd'hui un enjeu de santé pour tout le monde. Donc, pour moi, on prépare un peu le terrain de l'adulte, et que ce soit du sport récréationnel ou du sport de haut niveau, qui sont un peu différents, mais voilà, il y a plein
bénéfices, et aussi parfois de problématiques liées à l'activité chez les plus jeunes. Ok. Et je voulais savoir en quoi les adaptations à la fois métaboliques, cardiovasculaires, respiratoires, neuromusculaires, etc. diffèrent chez l'enfant par rapport à l'adulte, et quid de l'adolescence où on est un petit peu entre ces deux périodes en fait. Oui. Ça revient un petit peu à… Il y a eu pas mal d'études faites avec tout ce qui est imagerie cérébrale fonctionnelle sur les capacités d'apprentissage. Ce que j'explique souvent aux gens, c'est que cette période, on va dire de la post-enfance et préadolescente, c'est un moment magique. C'est un moment magique d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une période qu'on ne peut pas louper. C'est une période où tous les gamins sont capables d'ingérer des schémas corporels qui vont être probablement inscrits, peut-être parfois un peu détériorés par des blessures, des douleurs, etc. Ça, c'est encore un autre débat, mais au moins, c'est un booster incroyable. On avait parlé de… Alors, le terme a été un peu décrié ensuite, de windows of opportunity, c'est-à-dire des périodes clés où c'était le bon moment d'apprendre certains schémas, la triple flexion, le squat, des patterns de mouvement de base qui pouvaient être inculqués à ces périodes-là, parce que les enfants à ces âges-là, c'est des éponges. Ce sont des éponges qu'on arrive, si bien encadrés, à en faire des gens harmonieusement développés. Donc, il y a ce côté-là, c'est que les capacités d'apprentissage à cet âge-là sont quasi infinies. Donc, pour moi, c'est des âges clés. C'est des âges vraiment où on doit mettre le plus de ressources et le plus d'intelligence. Or, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On met le plus de ressources et d'intelligence pour des produits finis qui sont des sportifs adultes, professionnels. Or, je pense que c'est une erreur. C'est que nos cerveaux, nos gens intelligents, on doit les mettre à ces âges-là, parce que c'est là où on plante toutes les graines qu'on récoltera après. Et après, c'est plus simple. Ok. Et donc, pour rebondir un peu sur ma question, c'est est-ce que chez un enfant ou un préadolescent, on peut déjà commencer à faire une activité aérobie longue? Est-ce qu'il a les capacités Les capacités enzymatiques, alors oui, il y a deux choses. C'est quel va être l'enjeu, quel va être l'objectif de mettre de l'aérobie long chez un enfant. Est-ce que c'est un enjeu de développement cardiovasculaire? Est-ce que c'est un enjeu de développement physique ou mental? Est-ce qu'un enfant est capable… Un enfant récupère beaucoup plus vite qu'un adulte. D'ailleurs, dans les méthodes d'entraînement, on réduit souvent les périodes de récupération parce qu'ils ont cette capacité à récupérer plus vite. Ils ont un système enzymatique, notamment sur tout ce qui va être ATP, qui va faire qu'ils produisent un petit peu moins de déchets, d'acide lactique, où ils vont mieux le récupérer. Donc, souvent, chez les jeunes, ce qu'on préconise, c'est des impacts avec des séances de récupération un petit peu plus courtes. Après, sur de l'aérobie long, ouais, je ne pense pas que ce soit un intérêt majeur à ce moment-là. Moi, ce que j'explique souvent, c'est que pour construire une maison, il faut des bonnes bases. Et avoir le temps de développer physiquement, musculairement, on aura toujours le temps, on aura toujours la possibilité. Par contre, il y a des opportunités qu'il faut saisir rapidement. Quand on voit des enfants qui n'ont aucune coordination ou qui n'ont aucune représentation de leur corps dans l'espace, ça me paraît plutôt être la priorité que de développer des capacités aérobies qui, de toutes les façons, on aura le temps, c'est simple, on pourra le faire plus tard. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de période et d'objectifs, et d'avoir une idée claire de quels sont les objectifs à quelle période de la vie. Et pour moi, dans les périodes de fin d'enfance et début d'adolescence, la priorité est le développement moteur, la coordination motrice. Dans un second temps, on y mettra un peu de muscle, et après on y mettra un petit peu de cylindrée. Si je veux simplifier au maximum. Donc, tu mets de la cylindrée plutôt chez des adolescents. Alors, si on va parler en âge, je suis désolé parce que. Ouais, vas-y.
Alors Mais c'est après, plutôt vers voilà, 15-16 ans que tu vas aller venir faire de l'aérobie, enfin, travailler les capacités aérobie, anaérobie lactique, etc. Alors que tu vas faire plutôt entre 6 et 10 ou 6 et 12, 6-13 pour moi, coordination, adaptation neuromusculaire, etc. ouais, pour moi, dans un idéal, on avait fait différentes études. J'ai travaillé dans des académies où on prenait des 9, 19 et où on avait un temps infini à les entraîner, etc. Et c'était un petit peu la stratégie qu'on avait utilisée. Un, pour ne pas les blesser. Parce que l'enjeu, il est là aussi. C'est qu'un gamin qui progresse, c'est un gamin qui est régulièrement à l'activité physique. Donc, c'est un gamin qui est peu chez le médecin. Donc, il y a aussi cet enjeu de, on progresse avec un certain nombre d'heures, un certain volume de travail. Et l'enjeu majeur chez les enfants, ça va être d'éviter les surcharges, d'éviter les adaptations d'entraînement. Et pour ça, il faut avoir des bases solides. Et tous les entraîneurs qui gèrent des enfants, moi, je trouve que c'est probablement la période la plus difficile à gérer pour un encadrant, un entraîneur, parce qu'on a des produits non finis. Alors qu'à nouveau, avec des adultes, on a des produits finis, avec des pathologies qu'on connaît et qui sont très simples. Après, je rebondis simplement un petit point sur les âges. On fait quand même maintenant un petit peu le distinguo entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Je fais une petite parenthèse. Ce qu'on explique, c'est que l'âge chronologique est l'âge du passeport, c'est-à-dire que l'âge qui va être noté par ton calcul par rapport à ta date de naissance. Mais à nouveau, il ne faut pas se tromper, c'est que dans une même population, on peut avoir des écarts infinis de maturation, ce qu'on va évaluer par l'âge biologique. Comment on évalue l'âge biologique? Il y a différentes méthodes. Il y a l'évaluation au niveau des caractères sexuels secondaires avec la classification de Tanner. On a l'âge osseux. On va faire une radiographie et puis on va pouvoir, à partir d'une database, évaluer un âge osseux. Et on a aussi d'autres choses où on va pouvoir mesurer une taille assise, qui est la formule de Mirwald. L'idée, c'est d'essayer de matcher un petit peu ces choses-là. J'avais une physio avec qui j'avais bossé à Manchester qui avait montré que par groupe d'âge, on peut avoir des différences d'âge osseux de 5 ans. C'est-à-dire que sur une même équipe, si on prend le football par exemple, sur une même équipe, dès 12 ans, il y avait certains qui avaient un âge osseux de 17 ans et puis d'autres qui avaient un âge osseux qui était équivalent à 8-9 ans, qui est le début de la classification. Donc voilà, c'est ça l'enjeu aussi, c'est de savoir adapter au public auquel on parle et pas seulement au groupe d'âge auquel on parle. Et donc, du coup, c'est la difficulté quand tu es coach et que tu as un groupe, c'est compliqué quand tu es tout seul d'adapter parce qu'il faudrait être spécifique à chaque athlète en fait. Exactement. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais au tout départ. Alors ça paraît bateau, banal, parce que tout le monde parle de multidisciplinaire à tout va. Enfin voilà, c'est la mode. Mais c'est là que je dis qu'un entraîneur seul, ou un médecin seul, ou un physio seul, ou un kiné seul, ou un ostéo seul, autour d'un enfant, c'est insuffisant. C'est largement insuffisant. Parce qu'on ne peut pas avoir cette dimension si on n'est pas plusieurs. Et voilà, le médecin seul ne saura pas comment un enfant s'adapte dans un groupe ou comment il se comporte. Un entraîneur seul aura des difficultés, en effet, à évaluer l'âge de maturation de ses athlètes ou de ses sportifs. Donc, c'est là que vraiment, je trouve que l'aspect pluridisciplinaire est le plus marqué, le plus fort. C'est que chacun doit pouvoir apporter cette petite pierre. Et puis un psychologue aussi, parce que voilà, il y a des problématiques liées à l'enfance, à la préadolescence, à l'activité sportive, pourquoi je fais du sport, etc. etc. Donc c'est là que ça prend tout son sens. Et comme tu dis, un entraîneur seul, je leur tire mon chapeau parce que je leur gueule souvent dessus. Mais en même temps, voilà, gérer des groupes qui sont tellement hétérogènes, c'est un casse-tête. Et si on ne leur donne pas quelques billes, quelques armes, quelques notions, mais ça, voilà, c'est là que passe la vraie collaboration pour moi entre les encadrants et puis le monde pseudo-scientifique qui est le nôtre, médical. Et du coup, dans ton académie,
Vous faites des évaluations, notamment des radiographies osseuses, quoi, tous les ans Ouais. Alors à nouveau, c'est décrié. Hein. On va dire ah mon Dieu, on irradie nos pauvres enfants. Ce que j'entends partiellement, sauf que voilà, le taux d'irradiation est l'équivalent de passer 2 heures dans un métro. Donc il faut aussi remettre un petit peu les choses à leur place. Ouais, nous, je suis un fervent partisan d'éduquer les enfants, les parents aussi, parce que les parents, voilà, ont des demandes. Être parent d'un athlète, c'est une aventure. Hein. Enfin, voilà. Donc, la clé, c'est l'éducation, c'est la communication, c'est d'expliquer aux gens, voilà, pourquoi on fait, comment on fait, quel est l'intérêt. Et oui, en effet, sur les académies, on évalue maintenant l'âge biologique de façon quasi systématique. Et puis voilà, après, à très haut niveau, voilà, faut pas se cacher. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je fais de l'évaluation aussi d'âge, de taille définitive à l'âge adulte. Parce que je dis aux parents, voilà, c'est des enfants qui à un moment auront soit un double projet, école et sport, soit vont laisser tomber un peu l'école. Si votre enfant veut être gardien de but ou basketteur et que son âge définitif est 1m72, je suis désolé, c'est à moi de vous dire que vous faites tous fausse route aujourd'hui et qu'il faut aller bosser à l'école. Et ça fait... Non, mais ça fait partie aussi de notre job. Je pense que quand on travaille avec eux, les enfants sont capables de comprendre, même si ça fait mal au début, mais voilà, c'est notre rôle d'encadrant à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les risques de la surcharge d'entraînement chez l'enfant et l'adolescent? Le premier risque, c'est l'arrêt du sport. C'est-à-dire c'est un gamin qui ne va pas être heureux, qui va avoir mal, qui va contre-performer, qui va être mis de côté, qui va être blessé, qui va passer son temps chez le médecin, chez le physio, chez le kiné, chez l'ostéo, et qui à un moment va dire « j'en ai ras-le-bol, vous me saoulez tous, je ne veux plus vous voir et j'arrête le sport ». Ça, c'est le premier enjeu pour moi. Au-delà du résultat. Il arrive souvent. Clairement. À l'adolescence, ça arrive. Je ne connais pas le pourcentage, mais notamment dans les sports individuels. Alors, le foot, je ne sais pas trop, mais dans les sports individuels, tu as un taux d'abandon qui est astronomique. Exactement. Alors qu'on n'a pas su, on n'a pas cette. En plus, aujourd'hui, on n'a pas trop cette culture de transversalité de sport. Je travaillais avec pas mal d'anglo-saxons qui adorent ça, qui, quand un gamin ne se développe pas dans un endroit, va vite être redirigé vers autre chose. Nous, on a un peu de mal avec ça. On est encore très, très cloisonné, je trouve. Cette transversalité est très difficile. On n'a pas cette culture de transversalité. Ouais. Parce qu'on n'a pas non plus cette saisonnalité. Tu sais, dans l'hémisphère sud, ils ont vraiment des saisons. Il y a la saison du rugby, la saison du cricket. Et donc, ils ont tout de suite des doubles ou triples sports. Nous, c'est moins vrai. On est dans l'hyperspécialisation. Ça, c'est un terme qui est important à comprendre. C'est notre hyperspécialisation. Alors je pratique en Suisse, qui est peut-être encore qui est différent au niveau société, au niveau organisation de la vie. Mais les enfants à 9 ans ou 10 ans ne font qu'un sport. Et ils font du foot. Et puis, c'est bien, hein, ils font de l'activité physique régulière. Très vite, ils sont engagés, ils ont de la pression, ils sont à 2-3 entraînements. Les parents ne savent plus trop quoi faire, ne savent pas s'ils ont Ronaldo ou Messi à la maison ou s'ils ont simplement un enfant qui se fait plaisir. Donc, et à un moment, je pense qu'on a perdu un petit peu... le socle de développer, j'en reviens à tout ce qui est moteur, neuromoteur, etc., c'est que nos gamins font un seul sport trop vite, trop tôt, et n'arrivent pas à développer d'autres acquisitions motrices. Et j'engage souvent, moi, les enfants que je vois trop régulièrement pour des pathologies de surcharge, il y a un deal qui est passé où il y a un arrêt de la moitié, au moins de 50% du sport initial, et on trouve tout de suite, pendant 1 an, c'est ça le deal, de trouver d'autres activités, des activités de raquettes, des activités, si c'est un sport individuel, collectif, etc., etc. Et aujourd'hui, à nouveau, toutes les études depuis plus de 20 ans nous montrent que hyper spécialiser nos gamins, c'est une belle connerie. Toutes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. Et de plus en plus tôt. Et de plus en plus tôt. Parce qu'on se dit, ah ouais, mais si mon gamin il commence à 7 ans, c'est sûr, ça va devenir. Parce qu'il y a des contre-exemples. Et oui, en effet, un Nadal qui prenait sa raquette très tôt, un Tiger Woods, etc. etc. Mais ça, on se souvient que de le haut de l'iceberg, c'est-à-dire des gens qui ont brillé, réussi, succédé. Après, est-ce que dans leur tête, ils sont bien ? Ça, c'est encore un autre débat. Mais
le problème, c'est que les gens ne retiennent que ça. Et ils ne retiennent pas tous les gamins qui ont commencé le sport trop tôt, trop jeunes, qui ont eu beaucoup de pépins physiques, parfois des pépins physiques qui sont irréversibles aussi. Ça, il ne faut pas se cacher. Voilà, une ostéochondrite du genou avec une lésion du cartilage, bah, c'est un cartilage foutu pour toute une vie. Donc ça aussi, il faut en être conscient. Donc je dirais que cette hyper-spécialisation, c'est un fléau. Et à nouveau, je pense qu'il y a un manque d'éducation. Et dans notre société, on n'est peut-être pas très bon aussi pour accompagner les parents à ce que leurs enfants puissent faire plusieurs activités. Parce que ça coûte cher, ça demande du temps, etc. etc. Donc c'est un problème de fond, ce n'est pas un problème lié simplement au coaching ou aux familles, mais c'est un vrai problème, cette hyper-spécialisation. D'accord. Et je voulais aussi qu'on parle au niveau nutritionnel. Est-ce qu'il y a des recommandations, pareil, internationales sur la nutrition chez l'enfant et la nutrition surtout chez l'enfant sportif? Oui. Alors, oui. Un enfant a déjà des demandes et des besoins nutritionnels qui sont différents d'un adulte, liés à la croissance qui aussi est un processus, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est pas tout à fait régulier, tous les tissus ne grandissent pas à la même période, au même moment, etc. On a une croissance osseuse qui ensuite est suivie d'une croissance des tissus mous, musculaires, tendineuses et nerveuses. Donc tout ça fait que voilà, il y a des besoins pour un enfant qui sont bien établis. Chez un enfant sportif, c'est la même chose, c'est même encore plus marqué. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que le sport est un stress et que le corps va réagir à ce stress. Donc, il y a des fenêtres, il y a des périodes d'alimentation qui sont nécessaires. Au-delà de la quantité ou de la répartition entre glucides, lipides et protéines et les micronutriments, il y a aussi des timings à respecter. Et c'est là que les parents, on doit passer du temps avec eux pour les éduquer à ça, sur déjà d'avoir ces 3 repas, d'avoir des quantités glucidiques qui sont nécessaires, mais protéiques aussi pour pouvoir former et développer le tissu musculaire tendineux, et aussi des timings le snacking d'avant-entraînement ou d'avant-activité, ou la ration post-effort, où on sait qu'on a des fenêtres aussi un petit peu d'assimilation qui sont majorées sur les 45 premières minutes sur les protéines et sur les 2 premières heures sur les glucides. Ça, tu dis que c'est après l'effort? Après effort, ouais. Après, donc 45 minutes pour les protes. Si on veut simplifier, on va dire que l'assimilation protéique, elle est accélérée pendant 45 minutes juste après effort, et que pour l'assimilation glucidique, entre 2 et 3 heures. 2 heures étant déjà bien, 3 heures, ça chute un petit peu. Mais tout ça, c'est à nouveau, je pense que ça passe par que les parents n'hésitent pas à aller demander conseil à des professionnels. Tout est histoire d'éducation à la fois des enfants et des parents. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que je prends toujours l'athlète adolescent comme un couple avec ses parents et son entraîneur. Mais les parents font vraiment partie. Moi, je vois des parents, ils sont perdus. Et moi, j'ai des enfants, je suis parfois même perdu moi-même. Donc, je comprends le désarroi, je le vois dans les yeux des parents. Ils veulent bien faire, ils se mettent en 4, mais on ne leur a pas donné les clés. Donc, on leur a donné une voiture lancée à pleine vitesse, sans frein, quoi. Et ils ne savent pas trop où aller. Donc, l'éducation, aussi bien de l'enfant que des parents, que de l'entraîneur, passe par avoir des professionnels de santé, kinés, nutritionnistes. Il ne faut pas avoir peur, je pense, à des parents d'aller voir un nutritionniste simplement pour écouter, pour avoir un cadre. Ce n'est pas toujours possible en consultation. Moi, je pousse les gens à aller voir, même un psychologue. Ce n'est pas pour autant que vous êtes fou, mais voilà, mon enfant se projette dans une carrière de sportif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'enjeu? Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est une volonté projetée? Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'il a des stratégies de coping? Est-ce que la relation avec l'entraîneur? Tout ça, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions qui se débattent avec des vrais professionnels et pas autour d'un café ou en regardant l'équipe. Voilà, non, mais c'est des gens qui ont été formés pour la prévention. Voilà, le kiné, voilà, c'est son job. Moi, je rêve de bilans articulaires faits par les kinés remboursés avant de commencer une activité.
Et c'est pas le médecin qui dirige, c'est une équipe autour qui dirige. Mmh. Moi, j'ai gardé ma façon de travailler que j'avais dans un club. Dans un club, tu le sais, voilà, il y a pas vraiment une tête au-dessus de tout le monde. C'est un débat, c'est un ajout de compétences et une communication. C'est ça les trois enjeux. Et ben, dans notre pratique quotidienne, même pour l'enfant, on doit arriver à ça. On doit arriver à cette exigence. Et c'est pas parce que ce sont des enfants que c'est moins important. C'est moins sexy. Alors oui, bien sûr, mais en attendant, on plante les meilleures graines. Pour moi, notre enjeu, il est là, et chez les enfants, parce que toutes les graines plantées, ça poussera et on récoltera un peu plus tard. Donc, j'engage tous les gens à ne pas hésiter à aller voir des professionnels. Le médecin ne sait pas tout, je ne sais pas tout, il y a plein de choses que j'ignore. Mais en attendant, j'ai toujours des contacts, des personnes dont c'est le job. Moi, je ne fais quasiment plus de nutrition. Il y a des nutritionnistes ou des diététiciens qui font ça toute leur journée. Je sais en parler, mais voilà, de pouvoir prendre une heure, d'avoir un semainier, de faire un plan nutritionnel, de pouvoir simplement expliquer à une famille qu'est-ce qu'est un snack, comment on peut le faire à bas coût, je suis désolé, ça c'est de l'or. Et ça, c'est des professionnels qui doivent gérer ce genre de choses. Ok, mais ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu. De rien, avec plaisir. C'était nickel, merci beaucoup. Merci à Mathieu d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez retrouver Mathieu Sailly sur LinkedIn. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom PhysioSkills ou sur LinkedIn sous le nom Sébastien Henriard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur les différents réseaux sociaux avec vos amis et à mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute de votre choix. J'espère vous retrouver dans 3 semaines. À bientôt.